vraie question. Une boîte à chansons? Oui, c'est la J'aurais le goût de réouverture. chanter la chanson. Laquelle? Une boîte à chansons, c'est comme une maison. C'est comme un coquillage. C'est beau, une boîte à Ouais. chansons. Ben, c'est pour ça que Maxime Leflaguet est avec nous en studio, parce que c'est la réouverture. 65 ans plus tard, tu t'attendais pas à faire chanter Mario Dumont ce matin? Non, hein, vraiment Pierre-Michel? pas. Hey, merci Je pour vais pas l'intro. t'inviter. Je vais dire non. Pour le booking, là, il a l'air vraiment très bon. Absolument. Non, Bozo, c'est un projet, vous êtes retombé là-dessus finalement un peu par hasard, un building qui devait être transformé. Oui. Tu veux-tu continuer ou Ben, j'embarque tout de suite? Vas-y. C'est un immeuble de 1889, en fait. Et comment c'est arrivé? C'est Alexandre Leclerc, mon associé dans l'aventure, qui est un gars très, très curieux. Dans le fond, il est allé en France pendant 7 ans. Puis quand il était là-bas, il voulait faire écouter du Claude Léveillé, mais les premiers albums à ses amis de Feu Chatterton, le groupe. Et il trouvait pas. Donc, quand il est revenu à Montréal, il a décidé d'aller aux Archives nationales pour fouiller, pour voir s'il pouvait pas trouver des vieux enregistrements pour les numériser puis les mettre sur les plateformes. Un beau geste généreux pour le peuple québécois. Et finalement, ben, ça l'a amené à trouver l'affiche dans les archives, l'affiche de la première boîte à chansons en importance du Québec, chez Bozo, qui est ouvert le 15 mai 1959. Donc, Ça, on était en plein centre-ville. Sur Crescent. c'était sur Crescent, entre René Lévesque et Sainte-Catherine. Puis à l'époque, Radio-Canada était au coin de Dorchester, maintenant René Lévesque et Bishop. Et donc, c'était très francophone. Il y avait plein de restaurants français. Peux-tu dire que c'est plus francophone? Moins. C'est moins francophone. T'es-tu allé dernièrement? Un petit peu moins. Eh boy. Légèrement Ça- moins. J'ai de la misère à y aller, ça fait mal à mon cœur. Ouais, mais quand même, c'est surprenant. Ça fait 1 an qu'on est là maintenant tous les jours. Puis, tu sais, il y a le Café Columbus. Moi, j'étais sûr que c'était une chaîne américaine, mais c'est français, les Cafés Columbus. Puis, t'as le Trois Brasseurs au coin de la rue. Fait que, il y en a encore bien du monde qui parle français au centre-ville. Fait que, donc, c'est ça. Il tombe sur l'affiche. Il décide d'aller voir l'immeuble. Il se dit, bon, ben, ça doit être démoli aujourd'hui, tu sais. Mais finalement, il se pointe. À 9h30 le soir, il pousse la porte est débarrée. Fait que là, il se dit, comment ça fait que la porte est débarrée? Il rentre, il voit que c'est comme à l'abandon, mais il y a quelques feuilles de J-Proc. Il se dit, bon, ben, il y a des rénaux, mais c'est pas vraiment avancé. Il voit un escalier ancestral. Il monte l'escalier, arrive au 2e étage. Il prend sa lampe de poche de son téléphone. Il commence à regarder le plancher, voir s'il n'y a pas des trous pour passer à travers. Il avance précautionneusement. Et là, il voit sur le mur nord quelques empreintes de mains. Et au même moment, il entend « Who's there? » Fait que là, il revient au sommet de l'escalier. Il se fait surprendre par le locataire. Il s'en va. Et 3 semaines plus tard, il est en train de lire la biographie de Claude Léveillé, dans laquelle Marcel Dubé raconte comment il a connu Claude. Et il dit, ben, les artistes de l'époque, Édith Piaf, Yves Montand, Guy Béard, etc., avaient l'habitude de laisser l'empreinte de leurs mains sur le mur avec leur signature en guise de livre d'or. Fait que là, Alex dit, ben là, les mains que j'ai vues, c'est ça. Oui. Fait que là, C'est la main d'Édith Piaf, c'est la main d'Aznavour. Ben ça. oui, ça fait que là, il y a le poil qui dresse ses bras. Il décide de filer au centre-ville, aller voir. C'est barré en avant, c'est barré derrière. Et le lendemain, on devait se voir pour écrire une chanson ensemble. On est des vieux chums, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et j'écris des paroles de chansons. Lui, il est compositeur. Donc, on se dit, on va écrire une chanson ensemble. On est super contents de se retrouver. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Et il me raconte toute cette histoire-là qui vient de lui arriver. Je dis, ben là, oublie la chanson, saute dans mon char, on va au centre-ville. Fait que là, on arrive là-bas. En avant, c'est barré. On fait le tour par derrière. Il y a quelqu'un dans une boîte de camion qui dit, il dit « Non, it's not me you want to talk to. Vous voulez pas me parler à moi, vous voulez parler à lui. » Alors, Alex se retourne. Il était débarqué de mon auto. Et le gars lui dit, il y a une Tesla, il y a quelqu'un qui sort, puis c'était le gars qui l'avait foutu à la porte 3 semaines plus tôt. Et il lui dit, ah, vous êtes venu pour la visite? Fait que là, Alex dit, oui, c'est ça. Fait que, bref, on se fait passer pour des entrepreneurs. Fait que là, on rentre dans l'immeuble, il nous fait visiter, il dit qu'il veut faire un fleuriste. On dit, c'est super. On dit, est-ce qu'on peut aller voir en haut? On est curieux, tu sais. Fait qu'il nous amène en haut. Fait que là, en plein jour, on a vu la murale avec les 90 mains d'artistes qui est encore là et qui est Mais il y a eu magnifique. quoi là, pendant des décennies, là? Ben alors, en 62, le Lutèce, qui était le restaurant français au rez-de-chaussée, il est parti. Donc, c'est le Saint-Tropez qui est arrivé. Le Saint-Tropez a mis un mur devant le mur des empreintes. OK, ils ont juste mis un mur Ils ont mis un devant, mur sans devant. défaire. Sans défaire. Fait que tous les artistes qui revenaient sur les lieux, ils me disaient « Ah, le mur est plus là ». Donc, dans toutes les biographies de tout le monde, que ce soit Jean-Pierre Ferland, Clémence, tout le monde pensait que le mur était détruit. Mais il était juste caché. Et donc, en 2016, il y a un nouveau propriétaire qui a acheté l'immeuble. Ça a été un bar pendant longtemps. Ça a été le Mad Hatter. Il y a eu comme plein d'affaires là. Et pendant 9 ans, le building a été à l'abandon. Donc, les fenêtres étaient ces dernières ouvertes. années, il n'y avait rien, là. Exactement. Sur tous les étages, il n'y avait rien? Ou... Oui, c'est 2 étages, il n'y avait absolument rien. Il y avait des squatteurs, en fait. Fait que les fenêtres étaient ouvertes, il y avait des gens qui faisaient des feux là-dedans.
L'idée, c'était peut-être un peu que le building passe au feu pour qu'il puisse construire sa tour à condo. Fait que bref, Alex et moi, on a tout de suite, on est entré en contact avec ce monsieur-là. On lui a demandé si on pouvait sous-louer l'étage en haut et on a tout de suite eu l'idée de faire renaître la boîte à chansons chez Bozo. Mais là, vous allez avoir une reconnaissance patrimoniale, si je ne me trompe pas. Ça se peut-tu? C'est fait. Il y a eu l'avis d'intention de classement en décembre et là, d'une journée à l'autre, on va recevoir le classement patrimonial officiel, sauf que c'est comme si c'était déjà classé. Là. Donc, ils ne pourront plus détruire ce building-là. Non, c'est protégé. Là. Et là, vous repartez l'affaire. C'est une petite salle de 60 places. Ouais. Une grosse programmation pour commencer lundi parce que ça ouvre officiellement. C'est allé quand même vite. Tout ce que tu viens de nous dire, le visite, tout ça. Un an. OK, ça serait le printemps passé, mettons. Ça a pris un an. On a été en secret pendant 6 mois. On a rencontré toutes sortes d'intervenants, des gens du Musée des Beaux-Arts, la SODEC, Louise Lantagne, la SODEC, qui nous a présenté à Stéphane Pissenac. Mais tout ça a corroboré que vous aviez raison, l'histoire était réelle. Absolument. Tout corroborait. C'est tout validé. Là, on a eu le Centre de conservation du Québec qui est venu les 2 dernières semaines. 3 femmes qui ont tout consolidé, nettoyé la murale à la seringue, tout collé le plâtre. C'était incroyable de les voir travailler. C'est des gens qui travaillent sur des toiles du Léonard de Vinci, là, fait que c'était vraiment spectaculaire. Ben, c'est fou parce que tu as l'aspect show, vous allez avoir l'aspect musée aussi. Oui, on a un espace muséal, absolument. On va avoir des artefacts, dont les mains moulées de Claude Léveillé. On a toutes sortes d'objets qui vont venir du Musée de la Civilisation, entre autres. Des sessions d'enregistrement, des artistes qui pourraient aller en résidence. Des artistes en résidence, on a déjà des noms, mais qui, bon, je peux pas les annoncer tout de suite. Quelque chose qui est enregistré déjà, là. Il y a, en fait, on a eu Charles Lebois qui est venu il y a la semaine passée, qui est venu enregistrer 3 chansons devant la murale. On a Michel Rivard et Émile Procloutier qui sont venus faire une soirée bénéfice, ils ont été super généreux. Et on a eu Feu Chatterton, le groupe français qui est très populaire en France, qui sont venus aussi, qui sont des amis d'Alex. Sauf que là, lundi, là, on part dans le pour tout le monde, ouvert. Ouais, là, les billets sont tous vendus en 24 heures. Pour la semaine? Ouais, pour la semaine. C'est 60 places, fait que c'est parti en 24 heures. On est très contents, mais il y en a 5 artistes par soir. Ça va d'Isabelle Boulay, en passant par Claude Pelgag, Vincent Vallière, Safia Nolin. On a vraiment des gros noms. On a Émile Bourgault, on a des jeunes, des moins jeunes. Marie-Denise Pelletier, Paul Piché. 5 par soir. 5 par soir. Mais ça, c'est du... Puis, c'est-tu les 5 mêmes du lundi ou des différents? Non, c'est des différents tous les soirs. On a 30 artistes c'est de du booking. booking. Ouais, on a Alain Lefebvre aussi, le pianiste. On a vraiment Marie-Annick Lépine des Cowboys Fringants. On a une super belle programmation. Ils font 3 chansons chacun, les artistes. Donc, puis ensuite, ils vont mettre leurs mains sur le mur de transmission, puisqu'on a un mur de transmission où les nouveaux artistes vont mettre leurs mains sur le mur, avec Clémence au centre, qui est la seule survivante des Beaux-Eaux qu'on est allé rencontrer à Austin. Parce que le nom, on n'a pas parlé, le nom, les Beaux-Eaux, il y avait les Beaux-Eaux. Ça vient de Félix Leclerc, la chanson Bozo. Puis Raymond Lévesque aussi qui avait Bozo les culottes, mais ça vient vraiment de Félix qui était antérieur. Là. Ouais. Donc, il y avait des gens qui étaient identifiés à cette époque-là comme les Beaux-Eaux liés à la boîte. Oui, exactement. Eux autres, ils étaient connus comme les Beaux-Eaux. C'était Clémence Desrochers, Jean-Pierre Ferland, Raymond Lévesque, Claude Léveillé, Jacques Blanchet, Hervé Brousseau. Puis il y a Dédé Gagnon aussi, le pianiste, qui s'est joint comme accompagnateur. Fait que, puis après ça, sont restés même pas un an là, sur place chez Bozo, donc au 2e étage du restaurant Lutèce en 59. Ils sont partis en tournée, ils ont fait ça, ils ont fait des croisières, machin, puis c'est ça, après ça, ils sont partis, ça s'est dissous. C'est incroyable, ça a été l'histoire, la pierre angulaire après des boîtes à chansons au Québec. Là. Absolument. Ça a été le début d'une 150 boîtes à chansons qui ont essaimé tout le long du fleuve Saint-Laurent. Il y a la butte à Mathieu, qui était la plus célèbre, où Jacques Brel a chanté, qui a ouvert en novembre 59, mais en mai 59. Donc, Gilles Mathieu était venu chez nous. Même qu'on l'a rencontré, il nous a dit avoir fait un petit dessin sur le mur qu'on a toujours. Ah, c'est tellement chouette, là. Ouais. Quel beau hasard que des gens avec de l'intelligence du cœur et de l'âme soient tombés sur cette perle. Merci. Bravo. Oui, merci. Bravo. On travaille vraiment fort. Ouais. On va acheter nos billets. C'est sûr que je vais y aller. Yes, merci. La semaine, là, c'est une programmation spéciale, mais après ça, il y a des shows toutes les semaines. Après ça, il y a des shows. Il faut qu'on se penche sur la programmation, mais on a tellement de chats à fouetter que ça serait ouvert on y va. Combien de jours dans la semaine? Ça serait jeudi, vendredi, samedi. On pense faire des shows jazz aussi. Puis le dimanche, on veut faire un spectacle comme les Beaux-Eaux, parce qu'il faut savoir qu'on a tout recréé l'époque de 1950. Donc, les appliques murales, les lustres au plafond, on a vraiment l'impression d'être là. On met une petite fumée aussi, parce que les gens fumaient beaucoup à l'époque. Donc, c'est vraiment un time capsule en bon français. Là. C'est un saut dans le temps. Là. Les gens vont rentrer là, vont dire « Wow, j'ai l'impression d'être en 1950 ». Même les micros, c'est des micros d'époque, les amplis. C'est même le micro de Félix Leclerc? C'est le micro dans lequel... t'es bien renseigné. C'est le micro dans lequel Félix a chanté et Claude Léveillé aussi au studio Marco à l'époque en 59. C'est hot, pas à peu près. Bravo, Maxime Le Flaguet. Vraiment, bravo. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous.
Une boîte à chansons, c'est comme une maison, c'est comme un coquillage. On y entend la mer, on y entend le vent venu du fond des âges. On y entend battre les cœurs à l'unisson. Et l'on en voit toutes les couleurs de nos chansons.